Quand j'ai accouché à l'époque, donc il y a 10 ans, le gynéco de l'époque m'avait dit il faudra passer à terme un IRM pour vérifier si vous n'êtes pas atteinte d'endométriose. J'avais 24 ans, j'avais jamais entendu le mot endométriose de ma vie et je ne l'ai jamais fait. J'ai envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche beaucoup, personnellement, et qui touche plus d'une femme sur 10, et ça c'est les chiffres officiels, mais il pourrait s'agir d'au moins 15 à 20% des femmes. L'endométriose. J'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose à 34 ans, et de façon totalement inopinée. Ça faisait des années que j'avais quand même quelques symptômes, notamment toujours des douleurs en bas du ventre et en bas du dos. J'étais bloquée en bas du dos, donc j'allais voir une ostéo. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, moi je peux rien faire, malgré tout ce qu'on fait, ça ne va pas mieux. Peut-être il faudrait passer une IRM côté gynéco pour voir si tout va bien. Autant dire que je vais rarement chez le médecin, donc j'avais un peu de retard dans mes visites chez le gynéco. D'ailleurs, les filles, n'ayez pas de retard et faites-vous bien suivre par gynéco, médecin, tout. Donc je passe un IRM et parallèlement à côté de ça, tous les matins en fait, vers 10h30, 11h, 11h30, je vomis. Donc je travaillais à ce moment-là dans un lycée et les rumeurs les plus folles circulaient comme quoi j'étais enceinte, etc. Parce que je sortais de cours pour aller vomir, je pouvais plus. Donc au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, bon, va falloir aller voir un gynéco. Puis ça fait des années quand même qu'on entend parler de l'endométriose. Et faut savoir que j'ai un fils qui a déjà 10 ans. Et quand j'ai accouché à l'époque, donc il y a 10 ans, le gynéco de l'époque m'avait dit il faudra passer à terme un IRM pour vérifier si vous n'êtes pas atteinte d'endométriose. J'avais 24 ans, j'avais jamais entendu le mot endométriose de ma vie et je ne l'ai jamais fait. Bien que les années qui ont suivi, j'atterrissais régulièrement aux urgences gynécologiques pour des kystes sur les ovaires, mais je me suis dit, bon, j'ai laissé traîner. Et donc là, quand je suis allée voir un spécialiste de l'endométriose, avec l'IRM que j'avais passé, le verdict est tombé. Donc j'ai bien une endométriose, mais en gros, c'est à chaque cycle, donc lors des menstruations, il y a des cellules de l'endomètre qui devraient s'écouler lors des menstruations. Et en fait, ces cellules, elles sortent de l'utérus et elles peuvent toucher différents organes. Donc, me concernant, ça a été vessie, rectum et tout ce qui était les ligaments utérosacrés. C'est pour ça que j'avais tout le temps mal et que j'allais tout le temps chez l'ostéo. Et qu'en fait, bon, à part un peu soulagée, on pouvait rien faire à ce moment-là. Donc, j'avais des lésions un peu sur d'autres organes que l'utérus. Mais moi, quand j'aime, je fais pas les choses à moitié. J'ai également de l'adénomiose. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'endométriose dans l'utérus, en fait. Et j'ai fait une première consultation avec ce spécialiste-là le 9 juillet. Donc il m'annonce ça. Et il me dit, vous avez des enfants, tout ça? Donc je lui dis, un enfant. Il me dit, ah, vous avez 34 ans. En tout cas, pour votre adénomiose, la solution serait d'enlever l'utérus. Faut savoir, attention, n'écoutez pas ce que tout le monde dit. Lever l'utérus, si votre endométriose est strictement dirigée vers d'autres organes, ça sert à rien de lever l'utérus, parce que beaucoup de femmes se font lever l'utérus et continuent d'avoir de l'endométriose, parce que l'endométriose, c'est sur les autres organes. C'est l'adénomiose qui, moi, me soulagerait déjà pour mon utérus. Ça, c'était une petite parenthèse, parce que beaucoup croient qu'on peut lever l'utérus et tout va changer. Non, il y a de nombreuses femmes qui continuent à avoir mal derrière. Parce que l'adénomiose et l'endométriose, c'est vraiment deux choses liées mais différentes. Et donc, il m'annonce ça, vous avez qu'un enfant, vous avez que 34 ans, donc la solution serait déjà de lever l'utérus, mais je peux comprendre qu'à 34 ans, est-ce que vous voulez d'autres enfants? Moi, je lui ai dit, bah oui, mais là, voilà, je suis célibataire depuis 3 ans, donc je m'étais toujours dit que j'aurais le temps, 34 ans, c'est pas non plus... Il m'explique que certainement, mon endométriose qui est là depuis très longtemps, d'où mes kystes ovariens à répétition, suite à mon accouchement, suite à plein de choses, parce qu'en fait, je prenais déjà un traitement hormonal qui était censé me faire arrêter mes menstruations, qui n'a jamais marché. Moi, j'ai toujours mes menstruations, quel que soit le traitement hormonal qu'on me donne, je continue à avoir mes menstruations. Donc, il m'explique que j'ai vraiment une endométriose avancée. Donc, avant, on disait stade 4, maintenant, on appelle ça l'endométriose profonde.
et qu'elle est quand même très avancée et que certainement ça a dû toucher et affecter ma fertilité. Donc il m'explique, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà intervenir chirurgicalement pour enlever les lésions, les nodules qui se sont formés à l'extérieur, qui me faisaient avoir des symptômes comme par exemple il y a 2 ans et demi j'ai été opérée de la vessie parce que je vais tout le temps faire pipi et on pensait que j'avais une vessie hyperactive, on n'a pas cherché à aller plus loin alors qu'en fait c'était ce gros nodule qui gonflait à cet endroit-là. Bon, et il y a d'autres problèmes, mais par exemple il peut y avoir des douleurs bon, quand on urine, donc ce qui n'était lors de la miction, ce qui n'était pas mon cas, ou lors de la défécation, on peut avoir du sang dans les selles qui montrerait qu'il y a quelque chose de pas très très normal. Donc voilà, j'avais tout un tas de symptômes, mais probablement mon esprit était tourné vers autre chose et puis j'avais pas envie de me tourner vers ça, on va dire. Donc on prévoit l'intervention chirurgicale et quand on se revoit fin août pour prévoir la date de cette intervention, il me dit bon ben qu'est-ce qu'on fait, on garde l'utérus ou pas? Et je dis bon ben ça va, j'ai le temps. Il me dit non, vous n'avez pas compris, votre utérus il est vraiment malade. Donc il a fallu qu'il me le redise 2-3 fois dans la consulte. Ça a été un électrochoc parce que je pense qu'on entend et on comprend ce qu'on veut. Et j'avais pas compris que... J'ai dit mais quoi, le temps il est compté? C'est quoi votre utérus est vraiment malade. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a le parcours PMA. Et je dis mais qu'est-ce que c'est? Donc il m'explique. Et puis entre-temps, c'était un dimanche matin, je vais à la plage avec une amie. Et mon amie me parle, voilà, elle me dit, bah, t'as pensé à la PMA? Parce que bon, ça faisait plus de 3 ans que j'étais célibataire. Attends, mon gars, dans l'après-midi, je trouve un mec là. Non, ça se passe pas comme ça. Surtout moi aujourd'hui. Et au-delà de ça, j'en avais pas envie. Et donc, même si lui m'en parle un peu, mon ami m'en parle. Et je dis, mais attends, j'ai déjà élevé un enfant seul, parce que mon fils, je l'ai aussi élevé seul. Je me suis toujours dit que si j'ai un deuxième enfant, en fait, bah, je rencontre l'homme parfait, je me marie et j'ai un enfant comme monsieur et madame tout le monde. La vie te réserve souvent des surprises. Et donc elle me dit, bah, tu l'as fait une fois, tu as été capable de le faire une fois, tu t'en es pas trop mal sorti, renseigne-toi au moins. Donc c'est vrai que je passe des heures et des semaines à me renseigner sur ce qu'est la PMA, donc procréation médicalement assistée, de femmes seules. D'abord en France, parce que je savais que mon chirurgien travaillait à Marseille, donc dans un centre de PMA notamment. Donc je me renseigne sur la législation en France. Le côté entièrement remboursé est plaisant, hein, c'est vrai, parce que c'est un coût financier. Mais depuis qu'il n'y a plus d'anonymat, le non-anonymat a été levé. Donc ça veut dire que les donneurs ne sont plus anonymes. Aux 18 ans, l'enfant peut le découvrir. Il y a quand même un désert d'hommes volontaires. Il y a de moins en moins de donneurs et les délais de traitement, en tout cas, sont quand même assez longs. Moi, mon chirurgien m'avait fait peur parce qu'il m'a dit le temps est compté, votre réserve ovarienne doit être assez faible. Donc voilà, il m'a tellement fait peur, votre utérus est malade, la réserve ovarienne doit être impactée. Je sais que les délais, c'est quand même au moins, allez, on va dire une bonne année. Et ce qui m'a dérangé fortement, mais ça c'est à titre personnel, c'est les entretiens chez la psy. En France, ça se passe comme ça, on voit une psy qui juge, en gros, hein, si j'ai bien compris, quelles sont tes motivations, pourquoi tu veux te lancer dans ce parcours, etc. Et qui donne ou non son accord. Donc moi, le fait de devoir passer devant une psy, je me suis sentie jugée à ce moment-là si je le faisais, et c'est contre mes valeurs. Personnellement, je me dis que si on fait un enfant avec un monsieur comme ça qu'on connaît pas et qu'on tombe enceinte un peu de façon inopinée, on n'est pas passé devant un psy avant en fait. Par exemple, mon fils, quand je l'ai eu il y a 10 ans, je suis pas passée devant un psy avant. Donc, je me suis dit, oula, alors le désert, les déserts des donneurs, les longues périodes d'attente, alors que tout le monde me dit le temps est compté, plus cette notion et cette question de passer devant un psy, et je me serais sentie jugée à titre personnel, je me suis dit non, cherche un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc tout le monde parlait de l'Espagne, parce que c'est pas loin, notamment de Marseille. Donc je me suis dit, bon, je vais voir la législation, tout ça. Et il y avait l'anonymat. Donc je me dis, pétard, même la France a avancé de ce côté-là, l'Espagne est toujours sur l'anonymat. Si vous vous rappelez, et si vous avez vu ma vidéo sur Aaron, personnellement, c'est impossible d'avoir un donneur anonyme par rapport à mon histoire et mon vécu à moi. Mais ça ne m'a
ça m'appartient, ça n'appartient qu'à moi. Et je ne juge pas du tout les personnes qui partent en Espagne. C'est très facile, c'est pas loin, tout ça. Mais ayant moi-même été abandonnée et vendue par ma mère, j'ai mis 32 ans d'efforts à retrouver d'où je venais, parce que pour moi et ma construction, c'était très important de savoir d'où je venais. Et il est impensable que si demain j'ai un enfant, la personne ne puisse jamais retrouver son donneur. Ce n'est pas un papa, attention, il n'y a pas de souci. C'est comme dirait Kevin, il a mis des paillettes en moi, mais pour moi, il est quand même 50% du patrimoine génétique. Et ça, on l'oublie beaucoup. Bon, mais ça, c'est ma parenthèse à moi. Et c'est quand même important de savoir, pour moi, quel est celui qui a aidé ma maman à me concevoir. Donc, étant brésilienne, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche du Brésil? J'avais une amie qui le fait au Brésil, mais je me suis dit, les allers-retours Brésil-France, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc, je suis tombée naturellement, assez rapidement sur le Portugal. J'ai étudié la législation portugaise, qui m'a tout de suite séduite, et surtout particulièrement une clinique en particulier avec qui ça a toujours été fluide depuis le départ. On a beaucoup parlé de mon histoire personnelle, de pourquoi j'en arrivais là. Voilà, au début, c'était juste des recherches comme ça. On a parlé sans se dire, bon, on va faire quelque chose ensemble ou non. Pas du tout, parce que j'étais encore pas opérée à ce moment-là. C'était fin août dernier. Donc voilà, je me suis plus renseignée. Et la loi au Portugal, donc il n'y a pas d'anonymat. Le jour des 18 ans de l'enfant, s'il en fait la demande avant, il aura le nom de son donneur. On va dire un mois après l'opération, j'ai recontacté la clinique avec qui j'avais échangé au Portugal. Et ça m'a laissé aussi des heures et des semaines de réflexion. Et pour moi, la question c'était, la première question, est-ce que tu es prête à avoir encore un enfant toute seule ou non? Donc, la réponse à ce moment-là était oui. Est-ce que ça te fait peur ou pas? Non. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et pour moi, la question de l'anonymat, le non-anonymat, pour moi, c'était quelque chose de fondamental. Est-ce que tu es OK avec... Est-ce que tu vas pas te faire juger d'avoir fait ça? Aujourd'hui, le jugement, personnellement, j'ai tellement été jugée. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, je m'en moque. Et encore une fois, ça reste moi, mon choix de vie. Et à partir du moment où je suis OK avec moi-même et alignée avec mes valeurs et avec ce que je vais dire à cet enfant, il n'y a aucun souci, en fait. Tant que je peux lui dire d'où il vient, voilà. Je l'aimerais pour deux, comme j'ai pu faire pour mon fils. Sauf qu'avec mon endométriose, on m'avait prévenu, la gynéco m'avait dit attention, il y a une chance sur 10 pour que ça marche. En effet, quand je suis allée faire les tests, les examens, à savoir que pour une femme d'environ 34-35 ans, on a environ 10 follicules par ovaire, ce qui fait une moyenne de 20, grosso modo. J'en avais 3. Voilà. Donc j'ai bien compris que ça allait être difficile, mais moi hyper optimiste, toujours. Moi je suis de nature, pense positif, dis-toi que tout va marcher et ça va marcher. Je fais ça, même mon fils, dis-toi que le contrôle va bien se passer, ça va se passer. On y croit, ça va se passer. Et je l'ai vraiment fait lors de ce parcours d'insémination artificielle. C'est tu te crées énergétiquement ta vie. Bon, bah, des fois l'univers, comme on dit, ou Dieu, tout dépend de comme vous voulez Des fois l'univers a d'autres plans pour vous. Bon, donc je suis quand même allée vers le côté insémination artificielle, bien qu'on m'ait déconseillé, qu'on m'a dit de passer par FIV. FIV, j'étais pas prête à ce moment-là, c'est on t'endort, parce que ça fait mal, c'est quand même très intrusif, on vient chercher en toi et on met en culture, en laboratoire, bon bref. Pour celles qui connaissent, vous voyez ce que c'est une FIV, donc c'est beaucoup plus intrusif. Donc j'ai enchaîné les examens. Vu que c'était à l'étranger et que j'avais pas d'ordonnance, j'ai financé tous les examens, toutes les échos qu'on peut faire, et inimaginables. J'ai fait une stimulation ovarienne pour préparer les follicules. Je n'en avais qu'un de bon, un. Donc il fallait pas qu'il se loupe. On a attendu qu'il soit assez mature, comme on dit, qu'il fasse une taille assez importante pour prévoir le départ. Donc tout ça, il faut bien le dire, hein, parce que tu peux pas prévoir tes billets d'avion à l'avance. Donc au niveau du coût tarifaire, c'est pas le même, parce que tu peux pas réserver ton billet à l'avance. Il faut attendre que le follicule, ou les follicules, mais dans mon cas, le follicule soit assez mature. Donc tu peux rien prévoir en fait. Ne prévoir rien d'autre que ça. Et tu es en attente tous les 2 jours, tu vas passer des échos pour voir s'il a grossi ou pas. La stimulation ovarienne, on m'avait prévenu que selon, tu peux ne pas la supporter, et moi ça a été mon cas. C'est pour ça que l'insémination artificielle n'est pas forcément recommandée pour une personne atteinte d'endométriose, parce que ça aggrave à chaque fois et ça peut faire des lésions.
à chaque fois. Donc, on m'avait prévenu, j'ai signé une décharge, etc. Parce que je voulais vraiment passer par l'insémination artificielle. Je ne pouvais pas passer par la FIV direct. Et puis, c'était mon choix, mon corps. Voilà, je suis allée jusqu'au bout. Je suis partie le 8 janvier. J'ai fait mon insémination le 9 janvier au Portugal. Le voyage, par contre, s'est très bien passé. Je ne regrette pas du tout parce que c'était un vrai choix. Donc aujourd'hui, je n'ai toujours aucun regret. Et je suis encore plus alignée avec moi-même aujourd'hui que quand je suis partie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné, malgré le fait que j'y croyais. Mais d'avoir ce projet de vous partager en fait des expériences de vie, de vous partager d'échanger avec vous sur des thématiques, ben, ça me fait tenir. J'y pense la nuit du coup parce que j'ai le temps la nuit et le jour j'ai envie de faire plein de choses parce que si je reste dans mon lit en fait à cogiter ben, pourquoi ça n'a pas marché, t'as fait le truc de voilà ceux qui sont un peu dans la spiritualité etc comprendront, pense positif, tu crées ton univers, tu crées ta vie, ben, ça n'a pas marché les gars, ça n'a pas marché sur cette fois-là. Donc je me suis dit bon, j'ai pleuré un bon coup. Ça a été quand même assez dur. J'aime pas trop l'échec moi, comme beaucoup de personnes, mais moi j'ai vraiment du mal avec l'échec. Et je me dis encore une galère, non putain, ça m'enquiquine. Donc je me suis posée et après avoir bien pleuré, je me suis dit, c'est ce que tu dis aux personnes que tu accompagnes, il y a toujours un cadeau caché derrière tout, on va dire, toute épreuve. Ou alors après la pluie, le beau temps, ce que vous voulez. Moi, c'est le cadeau caché et je me dis, bah, et si c'était le moment de vraiment te développer professionnellement aussi et de partager ce qui t'arrive, mais je veux tellement cet enfant, je n'ai personne depuis, bah, là en juin ça fera 4 ans, et je veux cet enfant et en même temps, je me suis vraiment dit, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir quelqu'un? Non. Donc j'ai vraiment envie d'avoir un enfant, mais de pas forcément partager ma vie. Et au-delà d'avoir quelqu'un, oui, j'aimerais quelqu'un pour partager ma vie. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire l'amour avec un homme. Et c'est mon choix. C'est mon choix et c'est mon choix de vie. Combien de femmes font l'amour pour juste avoir des enfants? Ben moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me forcer à coucher avec un homme pour avoir cet enfant. J'ai envie de plus que tout d'avoir cet enfant. Et si l'univers veut me donner des jumeaux, bon bah pourquoi pas, hein. Mais j'ai pas envie, pour l'instant, de coucher avec un homme et de me forcer encore moins aujourd'hui euh, pour ça. Voilà. Donc on continue le combat et c'est pour ça que ce projet de chaîne YouTube va m'aider à être occupée, à avoir l'esprit occupé par autre chose et faire mon projet de vie à 100% aussi. Si vous êtes jeune ou moins jeune et que vous entendez depuis toujours ah, j'ai mal, j'ai mes règles, je suis clouée au lit, un jour, 2 jours, 3 jours, j'ai mal à la tête. Et des médecins qui vous disent, ou votre maman ou votre papa qui vous dit, écoute, les règles, de toute façon, ça fait mal, c'est comme ça. T'as des règles douloureuses, oh là là, t'es une nana, t'es chochotte ou je ne sais quoi. Non, quand on est plié en quatre, on peut avoir des kystes à répétition, on peut avoir d'autres symptômes, voilà, les vomissements, une vessie hyperactive tout ce que je vous ai énoncé, du sang dans les selles, voilà, plein de choses, mais vraiment la douleur lors des menstruations et lors des rapports sexuels. Lors des rapports sexuels, non, c'est pas normal en fait. Non, c'est pas normal. Donc allez consulter dès 15-16 ans, parce que on parle d'une femme sur 10, mais on parle vraiment, il y aurait au moins 15 à 20% de femmes notamment beaucoup de femmes non reconnues qui ne savent pas qu'elles sont atteintes d'endométriose et qui pensent juste qu'elles ont mal et que c'est normal. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant plus de 15 ans. C'est normal. Vas-y, t'as mal pendant les règles, pendant les rapports. C'est normal, c'est pas grave. Ça va passer. Donc non, c'est pas normal. Donc si vous m'entendez et si vous avez vraiment mal, non, allez consulter un gynéco et pas tous les gynécos sont formés à l'endométriose. Il faut savoir que ça fait pas partie du cursus. Ça aussi, c'est encore une aberration, même si c'est en train de changer et d'évoluer. Mais c'est les gynécos qui sont intéressés, qui doivent se former à l'endométriose, ce qui est quand même hallucinant. Mais passons. Donc beaucoup de gynécos ne sont pas formés à détecter une endométriose. Donc, si vous suspectez une endométriose, essayez de trouver, voilà, moi je parle sur Marseille et la région, mais essayez de trouver sur Doctolib, Internet, Google, des gynécos formés sur ce sujet-là, parce que s'il n'est pas formé, il passera à côté. Et il faut savoir qu'il y a au moins 6-7 ans d'errance médicale, en tout cas pour les femmes de 25, 30, 35 ans,
la moyenne, c'est 6-7 ans d'errance médicale. Donc moi, si je peux vous faire gagner, les jeunettes là qui peuvent m'entendre, si je peux vous faire gagner 10 ans, 15 ans, notamment parce qu'après, ça peut toucher la fertilité, comme je viens de vous expliquer par mon parcours. Faut repeupler la France, les gars, on nous le dit tous les jours. Donc non, et puis je pense, voilà, ce désir qu'on a, beaucoup de femmes, à avoir des enfants un jour, même si à 15 ans, tu n'y penses pas, bah à 25, 30 ans, 35 ans, tu peux te retrouver en kikiné avec ça.